Économie Le Max sur i24 News, soyez les bienvenus. Au sommaire aujourd'hui, comment l'Ukraine peut-elle restaurer sa stabilité financière? Kiev ne cesse d'en appeler à l'aide internationale, mais l'aggravation de la situation politique ces derniers jours dégrade un peu plus, vous le verrez, une condition économique mal en point depuis longtemps. Et puis Chypre se rebellerait-elle? Son Parlement vient de mettre un terme à la belle harmonie qui semblait régner jusqu'ici entre Nicosie et ses 3 bailleurs de fonds internationaux. En plein sauvetage financier, les élus chypriotes ont rejeté l'exigence d'une privatisation de l'électricité, des télécoms et des ports. Les détails dans un instant. Voilà pour les titres, merci d'être avec nous. Le point pour commencer sur l'essentiel de l'actualité économique du jour. À la une, ce vent de panique qui secoue ces dernières heures les marchés financiers en Russie, moins 7,8% et moins 9% pour le MISEX et le RTS, ce sont les 2 principaux indices boursiers à Moscou. Le rouble en parallèle poursuit sa dégringolade, un plus bas historique, un de plus face à l'euro qui a franchi la barre des 51 roubles. Et dans la tempête, la Banque centrale de Russie a relevé dans l'urgence son taux directeur à 7% contre 5,5% auparavant pour freiner l'inflation. En cause, bien sûr, la crise en Ukraine qui ravive aussi les tensions entre Moscou et Washington. Washington qui précise ses menaces économiques après le déploiement de forces russes au sud de l'Ukraine. La Russie a à perdre, le peuple russe a à perdre. Il est en train de perdre tout le faste issu des Jeux Olympiques. La Russie pourrait être privée de son sommet du G8 à Sochi et pourrait même être exclue du G8 si cela continue. Des gels d'avoirs russes sont possibles, des entreprises américaines pourraient se retirer. Le rouble pourrait à nouveau dégringoler. Le coût pourrait être énorme. Les États-Unis sont unis, la Russie est isolée et ce n'est pas une position de force. Voilà un ton très ferme et justement les préparatifs en vue du sommet du G8 prévu en juin en Russie ont été suspendus ce matin par les 7 autres pays participants. Et elles aussi sont affectées par cette aggravation de la crise en Ukraine. Ce sont les bourses asiatiques de Hong Kong à Tokyo en passant par Séoul. Eh bien, la tendance était à la baisse ce lundi. Les investisseurs sont inquiets. 70% du gaz et du pétrole russe transitent par l'Ukraine. Du coup, le baril s'apprécie à Singapour, tout comme le yen face au dollar. La monnaie japonaise qui fait office de refuge, mais qui plombe du coup les valeurs nippones des plus dépendantes des exportations comme Toyota. Et puis dans un autre domaine, mauvaise nouvelle en Chine pour l'activité du secteur industriel. Elle a poursuivi son ralentissement en février à 48,5 pour l'indice PMI HSBC. Direction de l'Afrique et le Soudan du Sud où les combats ont fait chuter de 29% la production pétrolière. C'est l'unique source, ou presque, de revenus pour ce pays qui a obtenu son indépendance il y a moins de 3 ans. Djouba produit 175 000 barils par jour contre 245 avant le début. Il y a 3 mois, des combats meurtriers entre les partisans du président Salva Kiir et ceux de son ancien vice-président Riek Machar. Malakal, capitale pétrolière du pays, est depuis 10 jours sous le contrôle des rebelles. En bref, en Europe, qu'on se le dise, l'immobilier espagnol a de nouveau la cote. Après Bill Gates, qui avait investi 113 millions d'euros dans un groupe de BTP en novembre, ce sont 2 autres milliardaires, George Soros et John Paulson, qui ont misé chacun 92 millions d'euros dans un groupe immobilier espagnol. Son nom, Hispania Activos, c'est une société qui avait annoncé la semaine dernière son intention d'entrer à la bourse de Madrid. Et puis un mot de la 84e édition du Salon automobile de Genève. Il débute cette semaine. 900 voitures exposées et beaucoup de nouveaux modèles, notamment du côté des citadines françaises comme la Twingo, la C1 ou la 108. Les ventes de véhicules repartent à la hausse en ce début d'année au sein de l'Union européenne après 6 ans de baisse ininterrompue. En France, en revanche, la tendance est moins évidente. Les immatriculations ont reculé de 1,4% au mois de février après une légère hausse en janvier. Bon point toutefois pour les ventes des constructeurs français qui continuent d'augmenter. Et on revient à présent sur cette tragédie économique qui prend forme de plus en plus nettement en Ukraine. Les caisses de l'État sont vides, ou presque, et la dette publique a quasiment doublé en 4 ans. Alors l'urgence aujourd'hui pour Kiev est d'obtenir des liquidités, mais prise en étau entre Moscou et l'Occident, les nouvelles autorités n'ont que très peu de marge de manœuvre, comme nous le montre ce descriptif de Johanna Citruc. Yanukovych est parti, mais en Ukraine, la crise est loin d'être terminée, et particulièrement sur le plan économique. Les caisses de l'État sont vides, la dette publique s'élève à 75 milliards de dollars, près de 55 milliards d'euros. C'est 2 fois plus qu'en 2010. L'Ukraine doit entre autres plus d'1,1 milliard d'euros à la Russie, rien que pour régler ses factures de gaz.
Pour éviter le défaut de paiement, le pays n'a donc pas eu d'autre choix que de solliciter l'aide du Fonds monétaire international. Bien sûr, il est possible que le pays entre en défaut de paiement, mais un défaut de paiement sur sa dette souveraine est peu probable pour l'instant. Même s'il y a des problèmes de liquidité, ils seront sans doute réglés grâce aux fonds fournis par le FMI. Mais le FMI n'est pas la seule institution à pouvoir aider l'Ukraine. L'accord d'association avec l'Union européenne est toujours sur la table. Un accord que Viktor Yanukovych avait refusé de signer, en partie sous la pression de Moscou. Il permettrait pourtant d'apporter au pays une source de revenus immédiats, notamment grâce au développement des investissements privés et à l'abaissement des barrières douanières. Au fil du temps, ça va leur apporter beaucoup d'avantages. Nous avons compris qu'une fois que l'accord sera en vigueur, il leur offrira des revenus supplémentaires parce qu'ils n'auront plus à payer de droits de douane. En tout, environ 1 demi-milliard d'euros sur une base annuelle, donc oui, c'est important. Autre problème, la monnaie ukrainienne, la hryvnia. Depuis le début de l'année, elle a perdu près d'un quart de sa valeur. Mais la Banque centrale ne peut rien faire, ses réserves en devises étrangères sont trop faibles. Le seul levier qu'elle peut actionner est celui des retraits, et c'est chose faite. Depuis le 28 février, le montant maximal qui peut être retiré dans les banques du pays est de 15 000 hryvnia par jour, un peu plus de 1 000 €. Nous avons essayé d'utiliser ce guichet automatique, mais nous ne pouvons pas retirer de l'argent. Nous allons donc essayer d'autres guichets automatiques dans le centre-ville. Il y a un autre guichet automatique ici, mais il a été cassé pendant les affrontements. Lundi matin, l'escalade de la crise en Ukraine et l'intervention russe en Crimée ont affolé les marchés. À l'ouverture, l'indice phare de la bourse de Moscou plongeait de 10%. En réaction, la Banque centrale a procédé à une hausse surprise de son taux directeur. Mais les investisseurs craignent toujours une riposte des grandes puissances occidentales, comme des sanctions économiques ou encore une exclusion de la Russie du G8. Voilà une place au G8 menacée pour la Russie selon Washington. On s'intéresse à Chypre à présent. Chypre qui, grâce à ses réformes dues à son plan de sauvetage, apparaissait jusqu'ici comme le bon élève de ses créanciers Europe, FMI et BCE. Eh bien, cette image vient d'être écornée depuis que le Parlement a dit non jeudi à une série de privatisations exigées par ces 3 bailleurs de fonds. Non à la Troïka. Non, la Troïka n'a pas tous les pouvoirs. C'est le message qu'ont voulu délivrer les élus de cette île à la dérive économiquement, comme nous l'explique Johanna Citruc. Il en fallait 29, mais le texte n'a recueilli que 25 voix en sa faveur. Jeudi, le Parlement chypriote a rejeté la loi de privatisation de ces 3 grandes entreprises publiques, celle de l'électricité, des télécommunications et de l'autorité portuaire. Si nous vendons nos ports, nos télécommunications, notre électricité, nous allons être détruits. Nous l'avons vu dans d'autres pays de l'Union européenne. Cela n'a pas apporté les résultats voulus. Les résultats ont été encore pires. En protestation, 4 ministres du parti de centre-droit DICO démissionnent. Et le lendemain, c'est l'ensemble des membres du gouvernement qui suit le mouvement pour permettre au président de procéder à un plus large remaniement. Mais ces privatisations étaient pourtant exigées par la Troïka, composée de l'Union européenne, de la BCE et du Fonds monétaire international. Une condition nécessaire pour débloquer la prochaine tranche du plan de sauvetage de 10 milliards d'euros. Une aide désormais suspendue, à laquelle Chypre a dû recourir en mars 2013 pour échapper à la faillite. La Troïka dit qu'il n'y a pas le choix, mais c'est son opinion, pas celle des employés. Nous croyons que le gouvernement, qui a déjà reçu des retours positifs de la Troïka sur le cours de l'économie et de la dette, aurait au moins pu renégocier le report de ce plan de privatisation. Renégocier le plan de privatisation, c'est au programme du gouvernement. Car le pays a plus que jamais besoin de l'aide de la Troïka pour sortir de l'impasse. Sa dette dépasse 18 milliards d'euros, c'est près de 110% de son PIB. Ouais, et puis une économie qui s'est effondrée l'an dernier, moins 6% pour le PIB chypriote. On s'attend à une nouvelle récession de près de 5% pour cette année. Et puis le taux de chômage pourrait dépasser les 19% en 2014 contre 8% il y a 3 ans. Alors avec ce rejet de la loi de privatisation, peut-on parler d'un défi de Nicosie à l'adresse de ces bailleurs de fonds? Nous sommes en ligne avec Alexandre Vincent, économiste risque pays pour BNP Paribas. Bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous. Alors d'abord, pensez-vous que cette décision du Parlement chypriote qui a refusé cette série de privatisations, elle peut coûter cher à Chypre? À quoi peut-on s'attendre à présent?
effectivement, les privatisations, et c'était bien mentionné à votre sujet, sont une condition indispensable pour la poursuite de l'aide de la Troïka. Vu la situation très dégradée, alors en termes de croissance, vous l'avez dit, en termes de déséquilibre extérieur, en termes de finances publiques, l'aide de la Troïka est indispensable pour Chypre. Et en ce sens, oui, il s'agit d'un défi. Maintenant, le défi, il survient dans un contexte politique particulier et un peu tendu, avec en toile de fond aussi une reprise des négociations avec Chypre Nord. Et par ailleurs, le gouvernement continue à faire son travail et à négocier. Le refus du vote a tenu à 5 abstentions qui sont celles du centre droit, avec qui justement le gouvernement est en train de s'entendre pour soumettre au Parlement une nouvelle mouture du projet de loi. Et vous pensez que ce vote pourrait donner des idées peut-être à d'autres pays européens également sous assistance? Finalement, on peut s'affranchir à ces risques et périls, bien sûr, des exigences de la Troïka, et à commencer par l'austérité. Alors, en fait, donc ce vote est un épisode dans une histoire politique locale qui est mouvementée, qui est très spécifique. Les autorités portuaires de l'électricité et des télécoms mettent dans la rue une population importante qui manifeste devant le Parlement. Et en ce sens, oui, il y a une volonté politique d'affirmer une certaine indépendance. Maintenant, les conditions financières dans lesquelles Chypre se trouve font qu'il est sans doute inévitable de voter cette loi. Alors, sans doute, les partis en présence vont arriver à des amendements et peut-être des garanties, notamment en termes de maintien de l'emploi dans les secteurs concernés. Mais l'état extrêmement critique dans lequel se trouve l'économie chypriote rend assurément inévitable de souscrire à un moment donné aux exigences de la Troïka. Merci Alexandre. D'autant que Oui, je vous laisse terminer. D'autant que le temps presse maintenant, l'Eurogroupe se rencontre le 10 mars, et c'est à ce moment-là que sera décidé l'octroi ou pas de la prochaine tranche d'aide. Donc on suivra ça avec attention. Merci Alexandre Vincent pour toutes ces explications. On va passer au Media Watch. Et une revue de presse économie consacrée, une fois n'est pas coutume, au cinéma aujourd'hui. La cérémonie des Oscars, c'était la nuit dernière et c'est aussi un événement économique. Bonjour, Johanna Citruc. Bonjour David. Alors l'enjeu financier rejoint l'enjeu artistique et ça se passe bien sûr à Hollywood. Oui, les Oscars, ça peut rapporter gros puisque la nomination favorise le succès. Lorsqu'un film est nominé, ça donne envie de le voir si ce n'est pas déjà fait. Et si en plus il remporte un Oscar, alors là c'est un véritable jackpot. Et ça se vérifie avec les chiffres. Alors par exemple avec Slumdog Millionnaire qui est sorti en 2008. Avant d'être nominé, il avait rapporté un peu moins de 45 millions de dollars. Après nomination, on s'approche des 100 millions de dollars. Et après les Oscars, sachant qu'il a eu un Oscar, on dépasse les 140 millions de dollars. Donc on ne passe même pas du simple au double, mais du simple au triple et même un petit peu plus. Ouais, ça fait pas mal. Et pourtant, gros budget ne veut pas dire forcément Oscar à la fin. Oui, alors les films à gros budget remportent généralement des Oscars, mais pas forcément le plus convoité, c'est-à-dire l'Oscar du meilleur film. Depuis 1990, il n'y a que 4 films à gros budget qui ont remporté cette fameuse récompense. Il y a Forrest Gump en 1995, Titanic en 1998, Gladiator en 2001 et Les Infiltrés en 2007. Et cette année encore, ce n'est pas Gravity avec ses plus de 100 millions de dollars de budget qui a remporté l'Oscar du meilleur film, mais 12 Years of Slave qui a coûté 5 fois moins cher, donc environ 20 millions de dollars, comme quoi
investir beaucoup d'argent dans un film, ça ne garantit pas le succès et c'est pas forcément très rentable. En tout cas, pour les Oscars, peu importe les films, peu importe les années, c'est l'événement lui-même brasse, on peut le dire, beaucoup d'argent chaque année. Oui, on peut même dire que les Oscars ont un impact direct sur l'économie. C'est le résultat d'une étude américaine, une étude à plusieurs variables. Alors la première variable, c'est les compagnies de transport, puisque énormément de gens qui viennent en avion, en train ou en voiture pour assister à l'événement. Ensuite, il y a les tenues portées à la cérémonie. Les célébrités doivent et veulent être sur leur 31. C'est au plus grand bonheur des grands couturiers qui vendent leurs vêtements à prix d'or. Et puis, il y a ensuite les hôtels et les restaurants. Les gens qui viennent pour quelques jours ou plus doivent forcément se loger et se nourrir. Et finalement, il y a aussi la cérémonie elle-même, puisqu'il faut équiper, adapter la salle, engager du personnel pour la soirée et des équipes techniques à la sécurité. Ça fait beaucoup de monde. Alors pour 2013, tout ça, toutes ces variables, ça a généré 67 millions de dollars. Donc on verra combien ça a généré, si c'est plus ou moins pour 2014. Les chiffres dans quelques jours, on imagine. Merci Johanna et à demain pour une nouvelle revue de presse. Voilà, c'est la fin de cette édition. Merci à vous de nous avoir suivis. Économie Le Mag revient demain sur i24 News. Restez avec nous, l'information continue.